Bonsoir. La session du mois de juin du Parlement s'est refermée cet après-midi à Yaoundé avec comme un goût d'inachevé pour certains députés, notamment ceux du Social Democratic Front qui repartent mécontents parce que la question autour de la crise sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun n'a fait l'objet de débats. À la place, le groupe parlementaire à l'Assemblée nationale du SDF a adopté 7 résolutions sous forme de propositions faites au gouvernement, entre autres la libération de tous les prisonniers, le dépôt des armes par toutes les parties. Et la session qui s'achève aujourd'hui a été riche en actualités, notamment celle relative aux manifestations de Genève contre le président de la République du Cameroun. Des députés ressortissants de la région du Sud, justement, cette réaction, une déclaration de ces députés qui a créé une sorte de tollé au sein de l'opinion. Une déclaration justement décriée également par une partie de la classe politique et même des organisations de la société civile. Avec notre invité ce soir, nous essaierons de décrypter toutes ces actualités qui secouent notre pays en ce moment. Nous sommes en direct et ensemble pour 90 minutes. Bienvenue à Parole d'Homme sur Canal 2 International. Notre invité de ce soir s'appelle Jacques Bimaï. Il est homme politique, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, expert en aménagement du territoire, également opérateur économique. Jacques Bimaï, bonsoir. Bonsoir, Michael. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, c'est moi qui vous dis merci de m'avoir invité. J'espère que nous allons essayer d'échanger pour contribuer à ce que la démocratie puisse avancer dans notre pays et surtout que le développement puisse se faire dans un cadre de paix. Je voudrais qu'avec vous, Jacques Bimaï, que nous refassions un tout petit peu votre portrait en quelques lignes seulement. Vous êtes depuis 2013 associé gérant du cabinet Projet Assistance Conseil, en abrégé CEPAC. Entre 2006 et 2009, vous avez été président du conseil d'administration de la Société malgache des travaux ferroviaires, en abrégé Somatrafer. Et pendant 13 ans, vous avez dirigé la Citrafer comme administrateur directeur général, une structure pour nos téléspectateurs, constitué par des anciens cheminots, et c'est en réalité votre qualité de président du directoire du groupe d'intérêt économique, la nouvelle dynamique ferroviaire NDF, prestataire à Camrail, qui vous permet d'accéder à cette fonction. Exact. Vous êtes également un produit de l'école allemande, expert en aménagement du territoire, je l'ai dit d'entrée de cette émission. Vous faites une thèse d'ailleurs sur la décentralisation au Cameroun, on en reparlera tout à l'heure, responsable à plusieurs niveaux au sein des entreprises allemandes où vous avez fait une bonne partie de vos études et nous en reparlerons aussi tout à l'heure. Votre vie associative et politique est marquée par la création d'un parti politique en 1991, le PSR, Parti des sociaux-démocrates pour le redressement du Cameroun, et en 2011, vous rejoignez le Rassemblement démocratique du peuple camerounais où vous occupez des postes de responsabilité. D'ailleurs, en 2007, vous êtes fait président du conseil d'administration du Club des Amis d'Allemagne du Cameroun, au sein duquel on vous a vu vous déployer pour raviver l'axe Berlin-Yaoundé. On reparlera de toutes ces questions en détail dans le cadre de cette émission. Exact. Voilà. C'est une partie de la vie de l'homme. Tout à fait. Je vous suggère, Jacques Bimaï, d'évoquer un tout petit peu votre enfance et votre parcours d'entrée de cette émission. Je rappelle que vous êtes originaire de Ndom, c'est dans le département de la Sanaga-Maritime. Voilà. Vous y obtenez votre certificat d'études du premier cycle en 1969. Exact. C'est bien ça, à l'âge de 13 ans. Exact, exact. Où j'avais même sauté une classe, j'avais sauté le cours moyen. Donc, et puis vous poursuivez vos études au lycée DDA. Oui. Je suis parti au lycée DDA jusqu'en classe de première, où j'avais eu des problèmes au probatoire parce que j'étais un ancien footballeur. Je jouais au football. Et mon père, qui est dans une famille polygame, je suis né hors mariage. Mon papa était à Yaoundé. Il m'a reconnu. Et il était commissaire de l'aéroport de Yaoundé. Et je voulais à cette époque me rendre en Europe. Il n'était pas d'accord. Il a pensé que je devais d'abord avoir le bac. J'ai donc décidé de travailler d'abord dans une agence de voyage. Antoine a travaillé l'agence à Yaoundé, qui appartenait à l'un de ses amis. C'est comme ça que j'ai passé quelques années là-bas.
Et après, j'ai profité pour faire mes vacances et pouvoir rester en Allemagne fédérale pour continuer mes études. Vous poursuivez vos études dans quel domaine précisément? Disons, je suis parti, quand je suis arrivé en Allemagne, si mes souvenirs sont exacts, vers les années en 1980, je suis arrivé en Allemagne fédérale. Il fallait d'abord avoir le bac, parce que je voulais absolument faire l'école supérieure polytechnique à Darmstadt. C'est l'une des plus grandes écoles d'ingénieurs en Allemagne fédérale. Il fallait donc que j'ai le bac C. Je l'ai préparé par téléenseignement. Et c'est comme ça que je suis parti. J'ai eu mon bac C à Strasbourg, ce qui m'a donc ouvert la possibilité de faire l'école préparatoire, en même temps l'école des langues. Je suis donc rentré dans cette école qui, c'était l'école polytechnique où on faisait tout en génie civil. Hein, et ça demandait beaucoup de temps, même pour les Allemands, c'était minimum 6 ans. Hein, j'en ai fait 8 ans. Et je suis sorti donc ingénieur diplômé, expert en aménagement du territoire. Et vous obtenez plus tard des diplômes de sciences politiques. Exactement. J'ai suivi également la formation en sciences économiques et puis en sciences politiques. D'abord, je dois vous dire que les 5 dernières années en Allemagne, j'ai été financé par le Parti social-démocrate. Donc, à travers la fondation Friedrich-Ebert-Stiftung. Vous avez une bourse, justement. Une bourse pendant 5 ans. Ce qui m'a permis aussi que pendant presque toutes les fins de semaine, on avait des formations politiques. Donc, j'ai eu aussi la chance non seulement de faire la politique à l'école polytechnique, mais j'ai aussi une formation pratique, parce que j'ai dû fonctionner auprès de certains politiques en Allemagne fédérale. C'est pour ça que je peux bien dire, c'est ma deuxième patrie et je maîtrise bien les rouages politiques en Allemagne fédérale. Et on parlera justement de ces rouages politiques d'Allemagne qu'on peut appliquer au Cameroun aujourd'hui. Vous revenez justement dans votre pays en quelle année? Je suis rentré au Cameroun en 1994. Je rentre ici, il faut dire la vérité, c'était en pleine crise économique. En Allemagne fédérale, beaucoup n'ont pas compris pourquoi je devais rentrer. C'est l'autre côté où peut-être vous n'avez pas beaucoup insisté. J'ai été leader des Camerounais en Allemagne fédérale. Et j'ai été aussi l'un des fondateurs de la coordination internationale des étudiants camerounais de par le monde. Il faut dire, vous savez, peut-être c'est parce que j'avais aussi la culture anglo-saxonne. Donc j'étais beaucoup plus proche des leaders camerounais aux États-Unis, en Angleterre, au Canada, etc. Et donc, la politique, c'était mon dada. Je suis rentré en 1994, pas parce que je venais pour me faire de l'argent, mais c'est parce que je voulais aussi contribuer à ce que les choses avancent dans le pays. Et justement, on va parler de politique et de votre entrée en politique. Vous créez donc en 2007, je le disais tout à l'heure, le Parti des sociaux-démocrates. Non. Je crois qu'en 1994, c'était avant, c'est quand je suis arrivé dans ma valise les statuts de ce parti, le Parti des sociaux-démocrates pour le redressement du Cameroun. Au fait, vous allez me dire que pourquoi. Au fait, c'était une stratégie. Parce que en venant ici, j'ai compris que pour avoir la liberté de parole et contribuer à l'avancée de la démocratie, il fallait avoir sa tribune. C'est comme ça que c'était un ami et moi avons donc décidé de créer ce parti politique. Et que vous avez bien dit, qui m'a conduit en 2007 de rallier le RDPC. Oui. Avant d'arriver à votre ralliement au RDPC, quelle était la philosophie de cette formation politique, le PSR? La philosophie du PSR, je peux vous dire, c'était pour nous, c'était la social-démocratie. Vous savez, je viens d'un pays où la social-démocratie, ou disons la politique sociale est très forte, qu'on soit de la droite ou bien de la gauche. Et je peux vous dire que beaucoup de nos passages ont été d'ailleurs aussi repris par le parti au pouvoir, dans lequel je milite aujourd'hui. Je ne peux être très content, par exemple, la politique pour mieux intégrer les femmes, les handicapés, la jeunesse,
hein, et je crois que on a assez contribué pour faire avancer des choses. Quel était l'objectif? Je vous repose la question autrement, Jacques Bimaï. Quel était l'objectif recherché par cette formation politique? Vous y parlez de redressement du Cameroun. Aviez-vous le sentiment à l'époque que le Cameroun se portait mal? Oui, c'était une jeune démocratie. J'ai vécu dans un pays où j'avais une certaine expérience. Mes amis et moi avons pensé que nous pouvons contribuer à faire avancer des choses. Surtout à apaiser, comme c'est le moment. Vous savez, la politique, ce n'est pas pour se donner des coups de poing. Vous savez qu'on fait de la politique dans un pays, c'est pour l'intérêt du pays, c'est pour l'intérêt des populations. Donc, nous politiques, à cette époque, vous savez, il y avait trop de problèmes, il y avait entre l'opposition et le parti au pouvoir, ce n'était pas toujours donné, et on s'acceptait difficilement. Je crois que les choses ont beaucoup évolué et nous avons aussi participé à notre manière. Et est-ce que les choses justement ont évolué du fait de cette formation politique, le PSR? Qu'avez-vous fait de concret justement avec cette formation politique que vous avez apporté au Cameroun? Non, moi je pense que beaucoup savent quand même que depuis que je suis rentré, je suis quelqu'un qui aime le débat, qui a un esprit d'ouverture. D'ailleurs, je suis là également, je suis même au sein du RDPC, je me dis quand même qu'en tant que politique, je dois prendre mes responsabilités et apporter des idées. C'est vrai qu'il y a la discipline du parti, mais j'ai une république, un pays qui est au-dessus du parti. Donc, ce que j'essaie de faire, d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, c'est de partager la petite expérience internationale que j'ai acquise pour l'intérêt de mon pays. Jacques Bimaï, on va parler justement de votre entrée au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, quelques années seulement après la création du PSR. Vous l'abandonnez. Non, pas quelques années, disons que c'est... Après, je suis rentré au RDP, c'est en 2007. En 2007, effectivement. Et je peux aussi vous dire que pour entrer dans le RDPC, je ne l'ai pas fait dans un salon. J'ai organisé un grand congrès. Ça s'est passé ici à la salle de fête d'Aqua. Parce qu'il fallait expliquer au peuple camerounais pourquoi nous avons pris cette démarche. Vous savez, quand je suis rentré ici, j'ai compris que la démocratie telle que ça se passe de l'autre côté, ce n'est pas possible ici. Ou bien pour le moment, c'est très difficile. C'est-à-dire de venir vendre des idées, c'est une jeune démocratie qu'il faut construire. Et je me suis dit que comme on a besoin des hommes politiques pour construire ce pays, il faut être là où on peut mieux apporter une bonne contribution. Étant dans l'opposition, on peut également apporter des contributions. Oui, je ne veux pas dire qu'au sein de l'opposition, c'est un choix. D'accord? Un pays qui se veut démocratique a besoin d'une opposition forte, d'une opposition responsable. C'est pour ça que d'ailleurs, moi j'ai souvent parlé du statut de l'opposition dans notre pays. Je pense que c'est un choix. Je pensais que pour être plus opérationnel, pas seulement rester dans les discours, il fallait que j'apporte mon soutien au chef de l'État, qui est toujours là jusqu'aujourd'hui, et c'est ce que j'essaie de faire pour que, vous savez, c'est vrai, on fait de la politique tous les jours, mais à la fin de la journée, il faut quand même que nous puissions avancer, il faut créer des richesses, il faut essayer de vendre le mets du Cameroun, il faut vendre l'image de notre pays, on va en parler tout à l'heure. Vous savez, j'ai été étudiant, j'étais aussi j'étais un activiste, j'étais très chaud, c'est normal quand on est jeune, mais à un certain moment, construire un pays n'est pas une chose facile. Il faut de la tolérance, il faut parfois du respect mutuel, et surtout aussi, il faut l'humilité. Et il faut se parler, il faut savoir s'écouter. Plusieurs années après votre rentrée justement au RDPC, vous êtes fait membre du comité central à l'issue d'une élection. Au congrès de 2011, je suis rentré en 2007. En 2011, pendant le congrès, j'ai été élu membre du comité central du RDPC. Et comment vous sentez-vous dans cette formation politique aujourd'hui, Jacques Bimaï? Vous savez, je me sens très bien
Mais comme aussi une jeune démocratie, un jeune pays comme le Cameroun, je crois que tout ce que le RDPC fait n'est pas parfait. Par exemple, je pense qu'il nous faudrait beaucoup plus de débats. Hein, au Cameroun, d'ailleurs c'est ça qui me gêne même, hein, même quand vous voyez aujourd'hui, on a l'impression, même les dimanches, c'est RDPC contre l'opposition. On oublie qu'on a une nation qu'on doit construire. Et qu'au fait, même si on est dans un parti politique, il faut apporter des idées. Et je pense que c'est dans la contradiction qu'on peut bâtir une nation forte. Vous avez le sentiment que ce n'est pas le cas au sein du RDPC Non, aujourd'hui? ce n'est pas dit que ce n'est pas le cas. J'ai dit le RDPC fait de bonnes choses, mais tout ce qu'on fait n'est pas parfait. C'est pour cela que je crois que c'est un parti aussi qui peut s'améliorer. Hein, on doit s'améliorer. Il n'y a rien de parfait. Hein. Nous avons besoin, d'abord nous qui sommes dans le RDPC, on n'a pas besoin, c'est vrai, il y a la discipline du parti, mais ça n'exclut pas qu'il y ait le débat au sein de notre parti, mais dans un cadre discipliné. Hein. Vous savez, c'est comme d'ailleurs même aussi au niveau de la République, il faut qu'il y ait débat. Mais il faut aussi que ça se passe dans un cadre. C'est pour ça que tout à l'heure, on va sauter sur ce qui s'est passé à Genève. C'est regrettable, parce que quand on veut améliorer les choses dans un pays, c'est pour que ce pays puisse avancer. C'est pour que les hommes et les femmes qui vivent dans le pays puissent avoir le bien-être. Il faut créer des richesses, et pour créer des richesses, nous avons besoin des pays amis. Donc, il faut vendre le Made in Cameroun, il faut vendre le Cameroun. C'est pour cela que je pense que je dis bien, il faut beaucoup d'humilité et il faut aussi beaucoup de patriotisme et il faut adorer son pays. On reviendra sur ces questions tout à l'heure, Jacques Bima, mais je vous propose qu'on reste encore un tout petit peu sur la RDPC. Je vous pose peut-être encore la question autrement parce que j'ai le sentiment que vous n'avez pas répondu à ma question. Ne vous sentez-vous pas en minorité au sein du RDPC aujourd'hui? Non. Vous savez, je suis honnête, hein, moi je vous ai dit, je fais de la politique. Depuis l'Allemagne, je côtoyais les hommes politiques. Dans tous les partis politiques, ce n'est pas facile. Il y a des frustrés. C'est tout à fait normal qu'ils aient des ailes. Non, pas de frustrés. Moi, je ne suis pas frustré. Vous ne considérez pas comme un frustré au sein du RDPC? Je ne suis pas frustré, mais ce que je souhaiterais, c'est qu'au niveau aussi des partis en Afrique, qu'on comprenne qu'il y a aussi des talents. Hein, c'est comme au football. Il serait dommage de se passer vraiment des talents. Je suis assez modeste, mais quand même à mes amis en Allemagne, je leur dis ce que je fais dans mon pays. Je crois que c'est une perte pour le Cameroun. Vous savez, ce n'est pas tous les jours qu'on a quelqu'un qui a fait l'école polytechnique de Darmstadt qui vient ici au Cameroun. Et bon, voilà, il y a tellement à faire. C'est comme je vous ai dit, je suis aménagiste et il y a beaucoup de choses à faire. Malheureusement, c'est ce qui me gêne parfois. J'ai l'impression de perdre mon temps. En somme, vous êtes mal utilisé? Disons qu'il y a ces problèmes que le Cameroun ne reconnaît pas beaucoup ses enfants. Et je souhaiterais qu'on implique davantage des Camerounais, même ceux de la diaspora, et même certains talents ici pour construire notre pays. On l'a dit, Jacques Bima, vous êtes membre du comité central du RDPC. Vous souvenez-vous de la dernière réunion du comité central à laquelle vous avez pris part? Non. Disons que le RDPC a son organisation. Il y a des concertations au niveau du secrétariat général du comité central. Et nous avons aujourd'hui, au niveau des régions, des délégations permanentes du parti. Donc, à ce niveau-là, nous nous réunissons le plus souvent. Hein? Oui. Donc, ça fait partie de notre mode de fonctionnement. Et c'est vrai que beaucoup souhaiteraient qu'il y ait, par exemple, de temps en temps, des grandes réunions. C'est votre cas également? Avec tous les membres du comité central. Oui, ça c'est aussi mon cas, ça faut dire la vérité. Je pense que vous avez, j'ai dit, on ne peut que bâtir une nation forte dans la contradiction, dans le débat, dans des idées. Et là, j'ai parfois l'impression que notre société... Bon, mais c'est un chemin. Hein. Je dis,
on est en train d'avancer. Hein. D'ailleurs, vous ramenez l'image de la société au parti politique qui est le vôtre. Oui, non, mais quand je parle de parti politique, quand je dis de la société, je parle de la nation camerounaise, comment les choses fonctionnent. Hein. Les choses doivent s'améliorer. Hein. On fait beaucoup de choses. Il faut dire que notre jeune démocratie aussi avance. Ça, il faut le reconnaître. Hein, c'est pour ça que tout à l'heure, là, peut-être je ne vais pas, hein, on va revenir sur ça, sur ce que je pense. Que dire que les autres n'ont rien fait. Vous savez, c'est question aussi des générations. La génération aujourd'hui qui nous gouverne n'avait pas, par exemple, des outils de communication. Ça, il faut le connaître, ça, il faut le comprendre. C'était autre chose. Et nous vivons aussi dans une société où il y a des aspects socioculturels qu'il ne faut pas négliger. Hein, les aînés, hein, les chefs. Bon, quand on intègre tout ça, et quand on veut faire bouger des choses, il faut être patient et être méthodique. Et surtout, savoir que quand on est patriote, construire une nation n'est pas chose facile. C'est un appel à la vieille garde du RDPC qui doit laisser la place aux jeunes. Non, je ne vais pas dire, on ne peut pas, ce n'est pas un problème de génération. Mais ce qui est aussi vrai, on ne peut pas seulement construire un pays avec une seule génération. Hein, moi, je pense qu'on doit se donner la main, hein, ce qu'on appelle l'ancienne garde, hein, les doyens, hein, et ce qui arrive, et surtout de comprendre qu'il faut animer le débat. Vous savez, ce n'est qu'à travers le débat, parce que le débat, ça fait partie de la contradiction, c'est ça le dialogue. Une société ne peut pas avancer sans concertation, sans dialogue. À l'époque, Jacques Bimaï, une grosse polémique naît autour de votre entrée au comité central du RDPC. On vous accuse d'avoir monnayé pour entrer au comité central de votre parti. Oui. Vous savez, ici au Cameroun, il y a aussi ça ici. Vous savez, je vais vous dire, il y a eu une analyse, il y a l'Institut des stratégies au niveau de l'Allemagne fédérale. Cet institut fait des études pour tous les pays du monde, pour qu'il met à la disposition de l'État fédéral pour la coopération. Donc c'est par pays par pays. Vous savez ce qu'on a dit de mon pays? On a dit, on n'a jamais vu un pays dans le monde où les gens se jalousent entre eux comme au Cameroun. C'est un pays où on ne connaît pas la méritocratie. C'est un pays où on pense qu'il faut des raccourcis, il faut des embuscades. Mais non, on ne peut pas travailler comme ça. Qui ne m'a pas vu travailler? J'ai travaillé sur le terrain, dans cette ville de Douala, où je ne dormais pas. Je peux vous dire aujourd'hui, même les enfants de la rue, là, quand vous passez là-bas, là, les enfants de la rue disent « Ah, papa Bimaï », ça vous le savez au moins. Vous pouvez le confirmer. Donc, comprenez que j'ai fait un travail, je n'ai même pas sorti un copec. D'ailleurs, quand je partais à Yaoundé, je ne savais même pas, je ne rêvais même pas rentrer au comité central. C'est donc une bonne chose de savoir que même au sein de RDPC, les meilleurs peuvent être récompensés. Là, j'ai été récompensé parce que je l'ai mérité. Jacques Bimaï, je vous propose de parler d'autre chose. D'entrée de cette émission, je parlais de la Citrafer. Qu'est devenue la Citrafer, justement? Voilà aussi, la Citrafer, c'est une entreprise que j'ai créée, au départ avec 10 millions de capital. La structure a évolué. J'ai réussi à faire rentrer l'État dans le capital social de l'entreprise et la SNE, la Société nationale d'investissement. C'est aussi une déception. Pourquoi cette entreprise a été mise en difficulté, je ne sais pas. Malgré le soutien de l'État, mais il y a eu certains aussi, ça faut le dire, certains de mes camarades qui ont tout fait pour que Citrafer puisse déposer le bilan. Citrafer est aujourd'hui en cessation d'activité, mais je vous le dis, j'ai eu le soutien de l'État, parce que quand on dit l'État, le chef de l'État et le Premier ministre et le chef du gouvernement. Et aujourd'hui, j'espère que Citrafer va reprendre
Parce que là, maintenant, ça, je peux vous dire, j'ai pris un consortium d'avocats pour régler ces problèmes. Et j'ai sollicité un règlement amiable que l'État du Cameroun soutient avec Camrail du groupe Bolloré. J'espère qu'on va trouver un règlement amiable pour que cette entreprise ne puisse que travailler pour le développement du pays. Je vous donne un exemple. En 2011, quand le chef de l'État parle du lancement du projet de masse, de tramway, c'est Citrafer qui devait réaliser ce projet. Et il est étonnant que c'est en ce moment que certains lobbies mafieux, ça il faut le dire, des lobbies mafieux, je ne sais pas pour quel intérêt, ont tout fait pour tuer ce projet et en même temps poser des problèmes à Citrafer. Pendant que vous accusez des lobbies mafieux, Jacques Bimaï, que répondez-vous à ceux qui estiment que ce sont vos ambitions politiques qui ont contribué à clouer cette entreprise qui, heureusement, recevait des subventions, comme vous l'avez dit, de l'État et qui avait un client qui faisait d'ailleurs des avances à l'entreprise, à la structure? Non, ce n'est pas ça. Écoutez, vous savez, le problème, je ne vais pas revenir, je ne suis pas venu ici, vous savez, on ne peut pas aller dans les détails, mais je crois que le problème de Citrafer est suffisamment connu. Peut-être pas par notre téléspectateurs qui voudraient peut-être en savoir un peu. Je suis rentré dans le Parlement fédéral avec le know-how pour contribuer à construire le Cameroun. J'ai proposé à construire le tramway. Le chef de l'État l'a annoncé, c'est en 2011. C'est en 2011 que certains décident que Citrafer doit disparaître. J'ai gagné un appel d'offres, nous avons gagné un appel d'offres de la Banque mondiale pour les travaux ici. Certains ont pensé que c'était beaucoup d'argent. On m'a collé l'étiquette pour tuer Citrafer. On a dit que Citrafer est une entreprise publique. Parce que la Banque mondiale parle des entreprises publiques du pays de l'emprunteur qui ne peuvent pas participer dans les appels d'offres de la Banque mondiale. Je ne suis pas dans cette catégorie. Et mon partenaire, Camrail, qui m'a fait éliminer, a le même statut que moi. Et s'est fait payer par le même projet. Donc, moi, je dis, vous savez, quand on est patriote, je ne suis pas un monsieur qui aime pleurnicher, je peux seulement vous dire que nous avons besoin de partenaires, mais les enfants aussi de ce pays doivent être protégés, doivent participer à la construction du Cameroun. C'est pour ça que je souhaite que ce dossier Citrafer connaisse enfin une fin heureuse, malgré le retard. Parce que je vous ai dit, en 2011, on devait déjà avoir, depuis 2011, on aurait dû avoir le premier tramway de marché de fleurs jusque vers le stade Japoma. Vous déclinez donc votre responsabilité dans la chute de cette entreprise, mais les ex-employés peuvent-ils au moins espérer la liquidation de leurs droits sociaux? Ils sont nombreux, justement, qui le réclament depuis plusieurs années. Non, je crois que beaucoup ont eu une partie, on a liquidé les droits sociaux. Pas de tous les employés. Pas de tous les employés. Et vous savez, non, je crois que les employés n'ont pas eu de problème. Hein. Voilà ce qui s'est passé. Ceux qui ont tué Citrafer ont créé des entreprises parallèles et ont récupéré mon personnel. En disant que aussi, quand on aura ce personnel, on va isoler M. Bimaï. On va voir ce qu'il va devenir. Donc je crois que les employés ne sont pas... Beaucoup sont dans ces entreprises aujourd'hui. Donc ils ont pu continuer. Jacques Bimaï, et puis justement, il y en a qui estimaient aussi que la Citrafer a été mise sur pied pour contenter quelques amis politiques avec des subventions du gouvernement dont vous parliez tout à l'heure. Que répondez-vous à cela également? Oh non, ce sont des histoires de contenter. Si c'était... moi, tout ce que je peux vous dire, Citrafer était une entreprise citoyenne, bien gérée, qui devait nous permettre de maîtriser un secteur stratégique qu'est le chemin de fer. Malheureusement, beaucoup ne l'ont pas compris. Et tout ce qu'on peut chanter. Vous savez, au Cameroun, quand on veut vous accuser, quand on veut votre tête, on raconte de n'importe quoi. C'était une entreprise citoyenne. Beaucoup d'enquêtes ont été menées. Je peux vous dire par exemple un exemple, c'est ce qu'on a parti dire, Citrafer ne gérait pas bien son personnel. On a fait un audit. La SNI est rentrée dans Citrafer en 2007. J'ai commencé la gestion
en 2002, privé, donc il n'y avait personne. On a pas, peut-être qu'il y avait des faux salaires, des trucs qui n'étaient pas clairs et tout et tout. On a fait l'audit, tout était nickel. Si je mens, le directeur général de la SNI qui avait fait cette enquête, ce n'était pas une petite enquête. Donc c'est pour vous dire que le Citrafer n'avait pas de problème. Il y a certains lobbies. Je pense que ceux qui veulent venir construire notre pays doivent comprendre que c'est quand même, le Cameroun a ses enfants. Et ce pays ne peut pas être construit sans l'implication des Camerounais. Même quand on est une multinationale, on devrait le comprendre. C'est pour cela que je pense que la protection de l'État vis-à-vis de ces hommes d'affaires, il faudrait que, je pense, d'ailleurs dans mon cas, je peux vous dire, je suis satisfait. Il peut y avoir, quand on dit, quelques individus, hein, mais je dis, l'État du Cameroun essaie de faire avec Citrafer ce qu'il faut faire. Tout comme la Citrafer Jacques Bimaille, on n'entend plus beaucoup parler, ou alors plus du tout, hein, parler du Club des Amis d'Allemagne du Cameroun, dont vous avez été président du conseil d'administration. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais écoutez, là aussi que vous allez me demander, j'ai été président du conseil jusqu'en 2013. J'ai passé la main. Hein. On a élu un nouveau président et qui a son équipe. Je crois qu'il peut aussi faire son bilan. Mais tout le monde m'a vu à l'œuvre quand j'étais à la tête du Club des Amis d'Allemagne. C'était vraiment un club, un lobby qui a tout fait pour renforcer l'axe Yaoundé et Berlin. Ça, c'est reconnu. Aujourd'hui, ce n'est pas ça. Vous savez, ce n'est pas aussi facile hein, d'animer des pareilles associations. Il faut être passionné. Ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup de temps. Hein? Je peux comprendre parce que j'ai mis ce club à une dimension assez élevée, c'était à un autre niveau. Donc, je peux comprendre qu'aujourd'hui... Et comment peut-on expliquer cette chute, justement, cette chute qui provoque pratiquement la mort de ce club des Amis d'Allemagne du Cameroun, puisqu'on n'en entend plus parler du tout? Bon, oui, disons que moi-même, je peux regretter que le club ne puisse pas continuer à fonctionner normalement. Mais vous savez, c'est ça aussi, hein, il faut donc comprendre que vous avez beaucoup parfois demandent des responsabilités, mais ce n'est pas toujours facile. Hein. C'est tout ce que je peux vous dire. Quoi, en fait. Sa disparition ou sa mort, Jacques Bimaille, non, ce n'est pas sa mort. Qu'elle était aussi liée à la Citrafer. Non, ça n'était pas lié à la Citrafer. Disons que moi, je vous ai dit que je ne me suis pas accroché. On a organisé des élections en 2013 où j'ai dit que bon voilà, je laissais ma place à quelqu'un d'autre. Hein? Et quelqu'un d'autre est en train de faire du travail. Il fera son bilan le moment venu. Je voudrais qu'on parle de votre communauté à présent, Jacques Bimaille, avec une revendication qui revient de plus en plus et qui est revenue encore dans l'opinion il y a quelques semaines maintenant. Que pensez-vous justement de cette revendication des Bassa, Batipo, qui réclament une région propre à eux au Cameroun? Dans le fond, je peux comprendre la démarche des Bassa. Mais dans la forme, vous savez, c'est une démarche politique. Je crois que le contexte actuel, et je crois qu'on va en parler, demande à nous tous d'avoir un peu de retenue. Ou si c'est peut-être une proposition assez discrète, c'est-à-dire on n'a pas besoin de faire tellement de bruit là-dessus, on pourra remettre une proposition au chef de l'État, c'est ce que je le souhaite, mais pas qu'on rentre dans ce qui est en train de se passer dans le pays. Je dis bien en politique, le contexte et le temps comptent beaucoup. Nous avons assez de problèmes aujourd'hui pour essayer de susciter d'autres problèmes. Je dis bien le problème des Bassa, c'est un problème réel dans le fond. D'accord? Et comment vous l'expliquez dans le fond, justement? Je souhaiterais, non, ça tout le monde le sait, que
pendant la période coloniale, on a divisé des Bassa, on a pensé que les Bassa, c'était des supécistes, il fallait les affaiblir. On a créé le département de Nyong-Ekele, qui est rattaché à la région du centre, la Sarana maritime au littoral, et une partie même des Bassa au sud, des Bassampour au sud. Bon, je dis que pour le moment, moi maintenant en tant qu'homme politique, pour l'intérêt supérieur de la nation, peut-être que la chance viendra, l'opportunité va se présenter, un contexte approprié pour poser ces problèmes. C'est une revendication légitime, selon vous. C'est une revendication légitime, mais qui, dans le contexte actuel, je crois que nous devons avoir un peu de retenue. Je voudrais qu'on évoque quelques sujets liés à l'actualité. Jacques Bimaï, quelques sujets liés à l'actualité justement avec l'Union africaine qui vient de mettre sur pied, sur les rails, la zone de libre-échange continentale. Quelle chance justement quand on connaît la rigidité des barrières entre les États africains? Oui, vous savez, la zone de libre-échange, nous avons des problèmes au niveau de l'Afrique et même au niveau d'ailleurs à l'intérieur des États. Le problème des infrastructures, du transport, les infrastructures techniques, donc les infrastructures de transport, les infrastructures de télécommunications, etc. Bon, c'est une bonne idée. Il faut commencer quelque part. Mais seulement, il faudrait qu'on accélère. Parce que vous savez, si on parle de l'intégration au niveau africain, vous voyez déjà au niveau de la CEMAC, combien de fois nous avons des difficultés pour mettre l'intégration régionale en place. Et je crois qu'il faut une volonté politique forte au niveau de nos États, de comprendre qu'il est important aujourd'hui de pouvoir construire le marché africain pour le développement du continent africain. Quelle relation, Jacques Bimaï, entre cette zone de libre-échange continentale et les accords de partenariat économique? Disons, vous voyez, ça aussi c'est un peu complexe parce que les APE, ce n'est pas avec tous les pays africains. Donc, il faudra voir tout ça, au fait. Il ne faudrait pas qu'il y ait conflit d'intérêts quelque part. Je pense quand même qu'au niveau des États, au cas par cas, on saura faire ce qu'il faut faire pour que les APE ne viennent pas bloquer le grand marché africain. Et on aura remarqué à ce sommet de l'Union africaine qui a consacré la mise sur les rails de cette zone de libre-échange continentale, on a remarqué l'absence tonitruante, on va dire ainsi, du président de la République, comme c'est parfois le cas quand il s'agit des sommets africains. Et sans penser, Jacques Bimaï, et que vous faites partie de ses proches confidents, qu'est-ce qui peut expliquer ces absences répétées du chef de l'État à ces sommets? Non, dire que je suis son confident, quand même, c'est trop dire. Vous savez, je crois que vous êtes quand même informé. Le chef d'État est un panafricaniste. Il a fait beaucoup de propositions. Moi, j'ai pu lire ça aussi quelque part. Il est parfois mal compris. Et je crois qu'il sait, le chef de l'État, c'est quelqu'un qui a une grande expérience internationale. Il sait là où il y a les intérêts de son pays et puis les intérêts de l'Afrique. Et puis, il faut faire attention. Moi, je pense qu'on se fait toujours représenter. Mais le Cameroun, je suis convaincu, sait où sont ses intérêts. Vous savez, c'est bien beau de parler des intérêts de l'Afrique, mais il faut d'abord aussi quand même que si nous ne pouvons pas préserver les intérêts de notre pays et les consolider à l'intérieur de notre pays et à l'intérieur, dans notre espace qui est beaucoup plus proche, qui est par exemple la CEMAC, je crois qu'il ne faut pas beaucoup rêver. Un mot sur la crise des devises en Afrique centrale. Vous en avez entendu parler certainement. Le patronat camerounais, le JICAM, et la BEAC se rejettent les responsabilités. Quel est votre avis sur la question? Oui, j'ai aussi vu que la BEAC accuse les banques commerciales. Les banques commerciales. Mais je peux vous dire en général, nous avons au niveau de notre politique monétaire
un problème systémique. Nous avons une économie extravertie, c'est-à-dire qui dépend de l'étranger. Beaucoup de l'étranger. Parce que la balance commerciale est toujours déficitaire, chroniquement déficitaire. Il faut beaucoup importer. Il faut absolument renverser la tendance. C'est pour cela que c'est depuis, vous savez, on a beaucoup, la distribution fonctionne beaucoup plus au Cameroun. Je crois que vraiment la politique d'industrialisation dont on parle, il faut mettre un accent particulier là-dessus. Et il faut comprendre comment on reçoit les devises dans un pays. Les devises, c'est avec par exemple notre diaspora. Vous pouvez vous imaginer aujourd'hui, et je crois qu'on va y arriver, si nous pouvons être en phase, en bon terme, avec notre diaspora, c'est qu'elle peut peser, c'est qu'elle peut apporter au niveau de notre économie. Parce que l'apport des devises, hein, et ça c'est démontré, hein, que ce que la diaspora peut apporter en Afrique, c'est plus que ce que les institutions multinationales peuvent nous apporter, la Banque mondiale, le FMI. Donc, et il y a le tourisme, qui nous apporte aussi des devises. Il y a les investisseurs étrangers qui peuvent venir chez nous, ça nous apporte aussi des devises. Et il y a également maintenant les produits d'exportation qu'on vend, tels que la banane, le café, le cacao, l'EVA, etc. Bon, les crises sécuritaires et sociopolitiques font aujourd'hui que, quelque part, ça c'est vrai aussi, il n'y a pas assez de touristes, donc ces devises-là, ça nous manque. Il y a la diaspora camerounaise qui n'est pas aussi très contente, qui n'est pas très motivée hein, pour venir ici et tout. Tout ça aussi, c'est pas du tout bien. Et en plus, maintenant, il y a, ça c'est une vérité, quand vous prenez une société, le deuxième employeur comme la CDC, qui devait exporter la banane, l'EVA, l'huile de palme. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est des devises qu'on n'a pas, au fait. Hein, les palmeules et consorts, le cacao du sud-ouest, beaucoup de contrats. Hein, les gens ne peuvent pas exporter. Ça fait qu'il y a donc j'appellerais ça un problème conjoncturel. Hein, en plus de ce qui se passe au niveau des banques, vous savez, quand il y a pénurie, c'est tout à fait normal. Quand il y a une situation de crise, des gens en profitent pour faire de la spéculation et tout et tout. Donc, je crois que c'est un problème qui est là hein, et qui est lié à ce qu'on appelle le risque pays. Et c'est pour cela que je pense que nous, les politiques, nous devons comprendre que nous sommes en train d'aller trop loin. Il faut trouver rapidement des solutions pour l'intérêt de notre pays, pour l'intérêt de son développement économique. Parce que la crise sociopolitique, les problèmes de sécurité, c'est vrai, au nord, avec Boko Haram, à l'extrême nord, et la contestation électorale, tout ça. Je pense que c'est des problèmes qu'on peut maîtriser en interne pour éviter le pic du risque pays. Donc il est très important que les Camerounais puissent le comprendre et qu'ils puissent se parler, parce que sinon, ça risque de nous coûter très très cher. Et c'est pour ça que je dis, ce problème de devise, c'est un signal, c'est aussi un message politique. Ça, il faut dire la vérité, il faudrait que nous il faudrait que nous le comprenions. Et comme notre première mission, c'est d'assurer le développement économique et social de ce pays, il faut trouver une solution. Et cette solution, ce n'est qu'à travers le dialogue. Le dialogue, justement, il est de notoriété, Jacques Bimaï, que les PME et les PMI, justement, constituent justement une grande force hein, pour l'économie de plusieurs pays. Et de l'Allemagne, dont vous parlez tout à l'heure, que vous preniez un exemple. Comment peut-on appliquer justement cette politique allemande en matière de développement économique au Cameroun aujourd'hui,
avec une situation comme aujourd'hui que vous décrivez vous-même, de la crise des devises, la monnaie qui manque et bien d'autres. Comment peut-on importer cette sorte de politique justement d'Allemagne, de développement économique sur le Cameroun? Non. Vous savez, c'est vrai qu'un pays ne peut pas se développer sans les PME et les PMI. Et le problème aussi que nous avons au Cameroun, il faudrait que nous commencions à consommer le Made in Cameroun. Il faudrait donc, pour cela, il faut avoir des structures d'accompagnement pour les PME. Ça, on en a toujours parlé, hein? Parce que ce n'est pas avec les banques commerciales que vous pouvez faire, ou bien avec les coopératives, que vous pouvez faire accompagner les PME. Et les PME n'ont pas seulement le problème de financement, il y a même le problème d'encadrement. C'est-à-dire, quand je dis encadrement, c'est vrai qu'il y a aussi des efforts qui sont faits à ce niveau par le gouvernement, mais c'est encore très, très insuffisant. Hein? L'encadrement des PME, pas seulement au niveau des finances, mais aussi au niveau, par exemple, de les accompagner dans la mise en place de leurs structures, de leur management, etc. Et bien sûr qu'il faudra aussi que nous comprenions qu'il faut privilégier ces PME. Parce que si vous n'avez pas, on a en économie ce qu'on appelle learn by doing. Si vous n'essayez pas de faire des choses, vous n'y arriverez jamais. Et les autres vont toujours venir. Je vais vous donner un exemple très simple. Je ne suis pas xénophobe. Mais comment on peut m'expliquer que avec la Tunisie, on a eu par exemple presque la même politique. Mais aujourd'hui, on a 70% des prestations intellectuelles au Cameroun qui sont réalisées par les Tunisiens, les Marocains, etc. Et ce qui n'est pas possible pour nous aujourd'hui, avec tout ce que nous avons au Cameroun comme expertise, avec nos enfants que nous avons envoyés comme les Tunisiens qui sont encore à l'étranger, de faire des joint ventures au niveau local pour que nous commencions à maîtriser nous-mêmes les pans de notre économie. Parce que vous savez, quand vous créez des richesses que vous ne pouvez pas accumuler, vous ne pouvez pas vous développer. C'est-à-dire aujourd'hui, tout ce qui est produit au Cameroun, les autres viennent, ils prennent et s'en vont. Il est question aujourd'hui de mettre une stratégie à travers ces PME. Et ces PME aujourd'hui, ce sont les ressources humaines. On en a assez à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. C'est pour cela que je vais revenir qu'un dialogue, un apaisement est très important. Parce qu'il faut que toutes les énergies se mobilisent pour le développement de notre pays. Et là, je dis bien, l'expertise camerounaise à l'extérieur, qui est à l'extérieur, et celle qui est à l'intérieur, on peut faire beaucoup de choses pour pouvoir créer des PME et des PMI qui devaient être encadrés, qui devaient avoir la préférence nationale, qui devaient être privilégiés. Et on ne devait que donner accès aux étrangers sur ce que les Camerounais ne peuvent pas faire. Parce que les gens vont vous dire que oui, il y a des conventions maintenant internationales, la concurrence internationale, partout, même en Allemagne fédéral, il y a des choses qu'on ne peut pas venir faire en Allemagne fédéral parce que c'est pour les Allemands. Jacques Bimaï, je vous invite à parler maintenant, je le disais d'entrée d'émission, de ce qui s'est passé à Genève il y a quelques jours, de ces événements du 29 juin dernier avec ces manifestations des membres d'une organisation nommée Brigade Anti-Sardina. Cette organisation qui a manifesté contre le président de la République. Comment avez-vous vécu ces moments, les Camerounais s'affrontant autour du chef de l'État à l'extérieur de notre pays? Je dis sincèrement, il faut commencer par condamner fermement ce qui s'est passé là-bas. Parce que, vous savez, je sais, il y a un désir profond des Camerounais. Les Camerounais ont des aspirations profondes pour le changement. Ils veulent participer davantage à la gestion des affaires de ce pays. C'est légitime. Nous avons des institutions qui ne sont pas parfaites, qu'il faudrait
ou bien qu'il faut améliorer. Pour cela, il y a un cadre. Le combat politique, ce n'est pas avec des coups de poing. Ce n'est pas avec des menaces dans une démocratie. C'est dans un cadre de dialogue. C'est un cadre aussi de contestation, mais une contestation que je dirais qui est réglementaire. Aller rentrer dans un hôtel, s'attaquer au chef de l'État, de son pays, c'est pas acceptable, ça fait très mal. Vous savez, ce que je dis, nous voulons construire ce pays. Si nous voulons le construire, parce que je peux comprendre ça, je vais avancer tout à l'heure. Nous devons avoir un peu de retenue et ne pas oublier que nous avons une patrie à défendre. Nous sommes des patriotes. Mais de l'autre côté, en condamnant cet acte, il est important que nous, les politiques, que nous comprenions que c'est un message. Le malaise est très profond. Le pays est divisé. Il y a le côté anglophone, la crise anglophone, les deux régions. Il y a une partie des Camerounais de la diaspora, ce sont des Camerounais. Il y a la contestation électorale. Honnêtement, tout ceci d'ailleurs viennent faire ce que je dis, c'est-à-dire le risque pays est au pic. Je pense que je demandais au chef de l'État, j'ai été choqué parce que nous avons quand même des institutions qu'il faut parfaire. Je suis aussi de ceux-là qui pensent que ce pays a besoin des institutions fortes à un certain moment. Donc vous pouvez trouver des excuses justement à ces compatriotes qui ont manifesté. Non, je ne trouve pas des excuses, mais ce sont des Camerounais que on ne va pas couper la tête. La vérité aujourd'hui, ce sont des Camerounais. C'est-à-dire, c'est là qui ont fait ces choses. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Moi, je disais que le chef de l'État devait avoir... On condamne ça, au fait. Nous devons respecter notre pays. Nous devons être des patriotes. Nous avons des problèmes, il faut les régler pour moi, je pense que dans un cadre pacifique. Il faut privilégier le dialogue. Les marches, on peut marcher. Ça fait partie de la démocratie. Mais même pour certaines raisons, je préférerais qu'on marche beaucoup plus au Cameroun. C'est vrai, les autres vont dire que Elles oui. sont systématiquement interdites au Cameroun, que bon, voilà, que ici c'est interdit cela. et tout. Mais moi, je pense que cette diaspora, la majorité est quand même constituée d'une élite intellectuelle. Je souhaiterais qu'elle s'organise davantage pour contribuer efficacement à construire ce pays. Parce que je peux dire que, on peut dire tout ce qu'on peut dire. Le chef de l'État, Biya, n'a pas fait un coup d'État. Même en 1992, l'opposition a été majoritaire à l'Assemblée. Mais on a préféré qu'il soit un président fort. Il a traversé des crises. On a eu une crise de 2006 jusqu'à l'atteinte du point d'achèvement à 1986. De 1986 à 2006, quand on a atteint le point d'achèvement, il a eu donc, cette crise économique, il y a eu la crise politique, il y a eu la crise sociopolitique des années 90, il y a eu la crise financière avec le franc CFA, la dévaluation en 94, on a diminué les salaires, on a fait ceci. Il y a eu la crise de Bakassi. Je crois que le chef de l'État, on peut ne pas l'aimer, mais il faut accepter que c'est un homme d'État qui a quand même travaillé pour son pays. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord qu'il faut avancer, il faut améliorer davantage nos institutions. Et qu'il faut pour cela, il faut le dialogue. Mais le chef de l'État, il a envoyé le Premier ministre au Sud-Ouest, qu'il a annoncé. Moi, je parle à partir du moment où il a annoncé le dialogue. Nous devons tous nous mettre maintenant au service de la paix et préparer ce dialogue-là, au fait, où tous les problèmes pourront être posés. Nous sommes des Camerounais. C'est pour cela que moi, je souhaite, pour ce sujet, de dire que il est vraiment dommage, ça je le regrette, il faut beaucoup de retenue,
dans tout ce que nous faisons, il faut beaucoup d'humilité et beaucoup de respect. Et savoir que la constitution d'une nation n'est pas facile. Vous savez, je vous donne un exemple, même comme l'Allemagne fédérale qu'on voit aujourd'hui, un grand pays. C'est après la Deuxième Guerre mondiale que l'Allemagne s'est bien organisée, en mettant pas dans la nouvelle constitution en place, qui fait aujourd'hui la joie de l'Allemagne. Je suis donc tout à fait d'accord que même un pays comme le Cameroun, c'est vrai, nous devons être patients. Et surtout de cette élite qui est à l'étranger. Elle peut beaucoup nous apporter, mais elle ne peut qu'apporter si elle est organisée, si aujourd'hui elle est beaucoup plus responsable. Et je suis tout à fait d'accord qu'elle s'implique en politique, mais qu'elle s'implique en politique avec les méthodes qu'on peut apprendre de l'autre côté. C'est comme je l'ai dit, c'est à nous. Le pays attend beaucoup de ses enfants de l'étranger. Ce n'est pas de l'étranger que, même si je peux comprendre que certains vont me dire « Ah, on en a ras-le-bol ». Mais non, construire un pays, il faut de la tolérance, il faut du respect. Et je pense que c'est le Cameroun-là que nous voulons demain. Nous devons apprendre à nous parler. Quel que soit ce qui peut arriver, évitons tout ce qui peut nous diviser. Comme j'entends là aujourd'hui, des motions par-ci, les gens s'élèvent par-là. Nous y reviendrons. Je pense que ce n'est pas la meilleure façon de faire. Il faut apaiser en ce moment. Vous disiez tout à l'heure que ce qui s'est passé, justement, c'est une sorte de message à l'endroit de nos pouvoirs publics. Peut-on interpréter, justement, que ce qui s'est passé à Genève est le pendant de ce qui se passe, justement, dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest de Cameroun depuis 3 années maintenant, avec des exactions à répétition, des séparatistes qui sèment la terreur et bien d'autres? Non, écoutez, il y a ceci. L'État-nation. Quand les communautés se sont entendues dans un espace pour vivre ensemble, ils mettent en place un contrat social. Par exemple, nous avons les institutions, l'État, pour défendre nos intérêts. Je pense qu'il est important que nous comprenions que tout ceci doit se faire dans un cadre de dialogue et de concertation. Et je dis, parfois, même s'il y a des frustrés, je ne pense pas que c'est une bonne chose de prendre des armes ou alors de faire ce qu'on a fait, envahir un hôtel pour poursuivre son président de la République qui incarne les institutions. C'est ce que je suis en train de dire que, nous devons construire ce pays, nous sommes obligés de nous parler. Nous sommes obligés de nous concerter. Et c'est pour cela que nous qui parlons de la démocratie, la démocratie a quand même ses principes. D'accord? Comment voulez-vous que quelqu'un le président a été élu, proclamé par le Conseil constitutionnel? Bon, même si on ne l'aime pas, c'est le président de la République du Cameroun. Nous devons faire attention. C'est là où le bas blesse. On peut faire des marches, comme on fait là, mais aller chercher à l'agresser, entrer dans son hôtel, je crois que c'était un peu trop. Il faut un peu de retenue. Et je dis, quand je parle de message, vous savez, nous les hommes politiques, nous sommes obligés de vivre avec les Camerounais, avec les tempéraments, ceux qui sont pondérés, ceux qui sont patriotiques, ceux qui ne sont pas patriotiques et tout. C'est là la complexité de la politique. Comment assurer la cohésion sociale dans une société aussi hétérogène sur la diversité? C'est pour ça que je dis que pour moi, c'est un message. Et je dis bien que je souhaiterais que le chef de l'État prenne beaucoup de recul comme il est rentré, qu'il réfléchisse mûrement et qu'il puisse nous dire à tout le peuple camerounais, tous les enfants du Cameroun, ceux de la diaspora, ceux-là qui ont marché, ceux-là qui ont pris des armes ici, là, qu'on demande vraiment de faire taire le coup de feu. Ceux qui marchent ici pour protester, qui contestent l'élection. Non, il est question que nous puissions nous réconcilier. Et ce n'est que le chef de l'État, en tant que père de famille,
je peux lui dire que d'ailleurs il est rentré, il doit être très fort. Parce que c'est ça aussi, une nation qui est dynamique. Parfois il y a des dérapages, mais nous devons savoir comment construire une nation où nous sommes solidaires. Dans le feu de ces actions en Suisse, Jacques Bimaï, on parle justement de la médiation suisse pour la gestion de la crise dans ces zones anglophones du Cameroun. Est-ce que vous comprenez les réserves de certains politiques et même des organisations de la société civile, des leaders d'opinion qui récusent cette médiation suisse et qui se disent par exemple qu'on aurait pu trouver des médiateurs camerounais depuis plus de 3 ans maintenant et trouver une solution à cette crise? Vous savez, nous les Camerounais, vraiment nous sommes assez compliqués. J'ai lu ici, certains qui ont dit, ah, si les négociations se passent au Cameroun, nous ne sommes pas d'accord, nous ne viendrons pas. Ok, on essaie de trouver un pays maintenant neutre. Et le chef de l'État, d'ailleurs pour moi, ce n'est même pas encore officiel. Hein, vraiment, normalement, bon, j'en parle, hein, c'est ce qu'on dit. Je parlerai au conditionnel, parce que tout ça n'est pas encore officiel. Mais je dis, même si c'est le cas, je crois qu'il faut trouver un cadre pour dialoguer. Et si on choisit même un pays comme la Suisse ou bien un autre pays, apprenons à nous faire confiance. Vous savez, les Camerounais, à tous les niveaux, nous aimons des embuscades. On ne croit jamais. C'est-à-dire, je ne sais pas comment on peut construire une nation si les Camerounais entre eux ne peuvent pas se faire confiance. Si le Camerounais ne cherche qu'à piéger son frère, à trouver quelque chose, par exemple, dire que non, ça ce n'est pas possible, il veut ceci. Non. Vous savez, nous sommes allés trop loin si nous voulons bâtir une nation forte et prospère. Je pense que chacun doit avoir un peu de retenue, un peu d'humilité et pas seulement de penser que c'est l'autre qui est fautif. C'est depuis 1960 qu'on se bat. On a eu la réunification en 1961, les choses continuent, l'unification et tout. Il y a peut-être des choses qu'on doit réajuster, mais ça doit être dans un cadre de dialogue. Vous parlez de ce manque de confiance entre Camerounais et Jacques Bimaï. Qu'est-ce qui peut justement expliquer le fait que les initiatives locales pour résoudre cette crise ne prospèrent pas depuis le début? Je vais prendre par exemple l'initiative du cardinal Toumi, qui a proposé d'organiser la All Anglophone General Conference, mais cette conférence ne s'est jamais tenue, par exemple. Oui, vous savez, j'ai parlé de la suspicion, hein, de manque de confiance. C'est à tous les niveaux. Moi, je pense que les Camerounais doivent apprendre à se faire confiance. De toute façon, nous sommes obligés de nous parler. Est-ce que vous pensez qu'en l'état actuel, Jacques Bimaï, le gouvernement, par exemple, a donné toutes les garanties pour que l'on organise une sorte de dialogue justement pour tenter de résoudre ce problème? Non, moi pour le moment, il y a des spéculations. Le chef de l'État a envoyé le Premier ministre au nord-ouest et au sud-ouest, il a parlé de dialogue. Maintenant, on attend la prochaine étape officielle. Je suis sûr que le moment venu, le chef de l'État, le président de la République, nous dira ce qu'il faut faire. Et certains estiment... Mais bien sûr, écoutez, les commentaires ne sont pas interdits. Chaque Camerounais peut dire ce qu'il pense. D'accord? Et c'est ça aussi la démocratie. Seulement, il ne faut pas faire l'amalgame. Il faut quand même que nous comprenions qu'à un certain moment, nous avons des institutions et un pays qui est gouverné. Et d'ailleurs, moi, je trouve que le chef de l'État, vous savez, ça m'a beaucoup touché quand le chef de l'État a dit que nous devons nous pardonner. Et il a dit, il faut que nous regardions l'avenir. Et on ne peut pas regarder l'avenir en vivant dans le passé. Vous savez, c'est des mots forts. Et que le chef de l'État le dise. Qu'en ces moments-là, il se retrouve en Suisse. Et on voit ce qui s'est passé. Non, je dis non. Ce n'est pas juste. Je me demande qu'est-ce que nous voulons. Il y a une chance aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir, hein, demain, ça ne sera pas lui. Ce sera quelqu'un d'autre. Les autres aussi vont se lever pour dire que non, on n'est pas d'accord. Hein, on nous crée aujourd'hui des termes et des machins comme des jeux. C'est repris par les journalistes, la société, les sardinats, les tontinards. Non, attention. Ce pays, qu'est-ce que nous voulons? On ne peut pas bâtir un pays sur les ruines.
On ne peut pas bâtir un pays avec le tribalisme qui est en train d'être actuellement... bon, écoutez, on peut pas... On en parlera tout à l'heure. Certains estiment, Jacques Bimaye, à tort ou à raison, vous nous diriez, que depuis l'annonce justement de ce dialogue par le Premier ministre chef du gouvernement, entre l'annonce et aujourd'hui, nous sommes à un mois pratiquement, que le temps a beaucoup passé, mais jusqu'ici, rien de concret. Et d'ailleurs, les députés du SDF, je le disais d'entrée de cette émission à l'Assemblée nationale, se sont offusqués ce jour de ce qu'à la fin de la session parlementaire du mois de juin, aucun mot n'a été dit sur la question, ou alors aucun débat n'a été ouvert sur cette question au Parlement camerounais. Vous savez, moi, je ne suis pas au niveau de l'Assemblée ou bien au niveau du Parlement, hein, nos deux chambres. Mais ce que je peux dire, attention, on peut aussi précipiter le dialogue pour aboutir à des résultats. On aura besoin de plus de 5 ans. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'avoir urgemment des bons résultats. Peut-être que pour le faire, il faut bien préparer ce dialogue. C'est comme là, hein, moi j'étais surpris d'apprendre déjà qu'au niveau de la Suisse, il y a des tractations et tout. Donc il y a des choses qui se passent. C'est vrai que notre souhait aujourd'hui, et ça je donne aussi mon point de vue, en tant que citoyen, je souhaiterais qu'un dialogue exclusif soit organisé très très rapidement et que nous puissions vraiment nous retrouver et nous parler. Mais il y a des extrémistes. Parce que même si on dit que demain il y a dialogue, certains vont vous dire que non, qu'est-ce qu'on va faire? Si ceux-là nous disent que non, on ne veut même pas de dialogue, on continue avec... Non, je pense que c'est pour cela, je suis convaincu. Le chef de l'État a son timing, il sait ce qu'il fait. C'est lui qui incarne nos institutions. Il sait que le pays est en difficulté. Je suis convaincu qu'il comprend aussi les différents messages, même si parfois là, ces messages sont antidémocratiques et antipatriotiques. Je crois qu'en tant que politique. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des extrémistes et justement, depuis plus de 3 ans, le mouvement a pris de l'ampleur. On a désormais affaire à des groupes qui réclament d'un côté la partition du Cameroun, les sécessionnistes, de l'autre les fédéralistes et enfin ceux qui militent pour l'accélération de la décentralisation dans notre pays. De quel bord vous situez-vous? Non, de quel bord? Je suis de mon parti. Le parti a pris une position, la majorité, hein, on est pour l'accélération de la décentralisation. L'accélération de la décentralisation. Je crois que c'est une possibilité. Parce qu'en tant qu'expert... On vous dira que depuis 25 ans, on n'a pas beaucoup évolué. En tant qu'expert en décentralisation, ça dépend du contenu qu'on doit donner à cette décentralisation. Qu'est-ce qu'il peut justement expliquer? Moi, je souhaiterais que depuis 25 ans, on n'est pas beaucoup évolué. Je souhaiterais que cette décentralisation donne beaucoup plus d'autonomie, donne beaucoup plus d'autonomie aux régions et puis aux communes. C'est d'ailleurs le donne rôle. beaucoup plus le transfert de moyens financiers, humains et puis de compétences au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Je vous dis d'ailleurs qu'en Allemagne fédérale, pour renforcer ceci-là, le taux d'administration des communes est ancré dans la loi fondamentale. Donc c'est pour dire que, vous savez, il y a beaucoup de choses aussi au Cameroun. Nous n'inventons pas la roue. Hein, tout à l'heure, je vous disais que même l'Allemagne, hein, c'est après... En parlant justement de ce système fédéral allemand, Jacques Bimaye, vous qui avez passé beaucoup de temps, vous n'estimez pas également que le système fédéral peut marcher au Cameroun au-delà de la décentralisation qui a, on va le dire, hein, comme certains hommes politiques le disent, même des experts en décentralisation, que la décentralisation a pratiquement échoué. Là maintenant, je parle en tant qu'expert. Hein. Oui. Vraiment, ce n'est pas l'homme politique qui parle. L'homme politique, je dois supporter la décentralisation de mon parti. C'est ce qu'on a décidé. Même si... Bon, mais je dis non. J'entends des gens dire beaucoup de choses. Le fédéralisme n'est pas aussi une mauvaise forme de l'État. Hein, pour dire la vérité. Parce que j'entends certains qui donnent des raisons, oui, ça va permettre de créer beaucoup plus de charges et de... Non, mais non. Parce qu'au fait, même si vous avez la fédération, par exemple au Cameroun maintenant, avec 10 capitales, c'est 10 capitales qu'on va développer.
ça fait un gouvernement, même si vous avez un gouvernement là-bas, c'est aussi des gens là-bas qui vont être occupés au niveau des différentes assemblées, c'est des Camerounais. C'est une façon aussi de redistribuer le patrimoine national. Je crois que le problème n'est pas là. Hein. Le problème n'est pas au niveau de dire que le fédéralisme est un danger pour l'unité nationale. Non, non, non. Je pense que c'est une forme de l'État. Je dis, seulement, on ne peut pas aussi copier les formes de l'État. Je ne peux pas copier la forme de l'État en Allemagne et venir implanter ça ici. Ça dépend des aspects socioculturels, de l'histoire et puis de beaucoup de choses. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, moi je pense que c'est un débat. Hein, vous, en tant qu'expert, vous voyez un fédéralisme à combien d'États au Cameroun, par exemple, qui puisse fonctionner? Non, vraiment, pour le moment, quand on va m'inviter en tant qu'expert, là où il faut. Allez-y, vous êtes aussi sur ce plateau comme expert. Non, je suis un peu embêté. Vous pouvez employer votre casquette d'expert, Jacques Bimaï, pour expliquer. Je suis un peu embêté parce que, après tout, quand même, je reste un homme politique. D'accord. Je rappelle qu'au sein de votre formation politique, le NDPC, il y en a qui sont pour le fédéralisme. Je reste un membre titulaire du comité central. Et ils le disent à haute voix. Oui, je reste un membre du comité central du parti. Bon, je crois que pour discuter de toutes ces choses-là, le moment venu, que ce soit de la décentralisation assez poussée comme moi, hein, je pense que c'est ce que je viens de dire, une décentralisation bien faite, avec l'autonomie, avec une certaine autonomie au niveau des régions et puis des communes, où il n'y a plus les délégués de gouvernement, par exemple, hein, où il y a beaucoup de choses qu'on peut arranger. Parce que dans l'État fédéral, par exemple, la police, c'est l'affaire des régions. Hein. Les universités, c'est l'affaire des régions. On peut trouver notre formule, ou on peut laisser les universités au niveau, par exemple, des universités d'État, ou bien des... Bon. Mais ce qui est important ici, c'est qu'il faut régler les problèmes de développement de proximité. Et il faut aujourd'hui essayer de faire que l'État ne soit pas toujours juge et partie. Parce que c'est ça le problème. Il faudrait que l'État puisse décider sur les grandes orientations et que l'implémentation se passe au niveau des régions et au niveau des communes et que l'État puisse assurer le contrôle de tout ce qui est passé. Ça va nous permettre de limiter la corruption et ça va aussi nous permettre, par exemple, d'avoir une bonne visibilité sur la réalisation des projets. Et ça va mieux avancer. Les Allemands le font dans un cadre fédéral, dans une fédération. On peut aussi le faire dans le cadre d'un État décentralisé. D'accord? Et puis, j'ai aussi souvent appris que, oh non, il y aura des régions qui seront plus riches que les autres. Mais non, ce n'est pas vrai. Puisque que ce soit le fédéralisme ou bien la décentralisation, l'État fédéral qui collecte le plus grand nombre d'impôts, quand on travaille, on paye les impôts là-bas, qui a beaucoup plus de ressources, hein, assure la péréquation financière, c'est-à-dire régule maintenant de savoir qu'à telle région, à tel problème, elle n'a pas d'argent, c'est là où l'État injecte beaucoup plus d'argent. C'est pour cela d'ailleurs que je suis content, peut-être les gens le savent aujourd'hui, l'État ne communique pas beaucoup. En ce moment, on est en train d'élaborer les schémas d'aménagement et de développement durable du territoire du Cameroun et même les schémas au niveau des différentes régions, les 10 régions. On est en train d'élaborer ça. Moi, je suis expert dans un consortium avec les Allemands pour la région du Nord-Ouest. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des choses qui viennent, peut-être on ne communique pas beaucoup, mais ce qui est important, même sur des grandes décisions, des grandes orientations, il faut faire impliquer les populations. C'est pour cela que moi je dis que le dialogue et la concertation, il faudrait que ça rentre dans notre culture. Parce que c'est ça aussi la démocratie. Et nous discutions de ces questions, Jacques Bimaï. Vous nous rappelez justement que depuis 1990, dans le cercle justement de ces étudiants camerounais, où vous avez été l'un des responsables de ces étudiants camerounais à l'étranger, et même dans le monde justement, vous avez discuté de ces questions à l'époque avec ceux des ressortissants des régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, qui à l'époque étaient pour la décentralisation. C'est vrai. En début 90, nous avons eu des conférences internationales aux États-Unis. On a été à Washington, on a été à Atlanta. Je me rappelle à Atlanta. On a été à Londres, etc. D'ailleurs, la dernière conférence à Atlanta,
On a fait arriver Saint-Photoncam et Christopher Acha, qui était au Cameroun en tant que leader étudiantin. Hein, ils ont pris les pirogues, ils sont arrivés au Nigeria, ils nous ont retrouvés. Et là-bas, j'ai vu mes frères anglophones chasser le feu Albert Moucon de la salle, en disant que non, tu n'es pas pour notre pays, tu veux diviser notre pays, nous ne sommes pas d'accord, tu veux créer d'autres choses. Nous, ici, nous avons signé des mémorandas. J'étais le seul francophone où nous étions tous d'accord qu'il faut la décentralisation au Cameroun. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui... Plusieurs années après, pratiquement tous changé d'avis. Tous ont changé d'avis. Pourquoi je ne sais pas. Peut-être parce qu'ils se sont rendus compte parce que le processus, voilà, oui, parce que les attentes, parce que voilà, le processus est lent et qu'ils ne voient pas clair. C'est pour cela que je pense que je dis, je reviens toujours. Il faut dialoguer, il faut communiquer. Il faut faire adhérer, hein. Même quand on a des choses à faire, même au niveau de l'État, il faut que les populations adhèrent, il faut que tout le monde s'implique, que tout le monde comprenne. Et que ça se discute avec l'opposition. Et quand il va des sujets majeurs, c'est comme ça la démocratie. Parlons maintenant de cette déclaration des députés ressortissants de la région du sud de Cameroun qui ont condamné dans des propos jugés un peu excessifs par le SDF. Et bien sûr, ces manifestations de Genève. Vous avez lu cette déclaration? J'ai lu la déclaration. Et comment l'avez-vous trouvée? Non, moi, écoutez, moi, ce que je souhaite, je suis un homme politique. Il y a trop de déclarations. Il y en aura encore d'autres. Il y a beaucoup... Non, je crois qu'en ce moment, il faut apaiser. Il faut apaiser et parce que nous avons une nation à construire. Pensez que vos camarades politiques n'ont pas fait un discours dans le sens de l'apaisement? Nous avons un État-nation à bâtir. Nous avons aujourd'hui trop de divisions qui sont en train de se créer ou qui sont déjà là. Je pense qu'il faut tirer rapidement des leçons et il faudrait absolument que les Camerounais puissent regarder dans la même direction pour construire ce beau pays. Et pour le faire, nous devons nous donner la main. Il faut éviter aujourd'hui d'essayer de stigmatiser certains groupes dans notre société ou bien de s'attaquer à tel. Et nous devons respecter nos institutions, mais il nous faut absolument un cadre de dialogue inclusif pour avoir des institutions beaucoup plus fortes. Et moi, je souhaiterais, je le dis de tout mon cœur, le chef de l'État aujourd'hui a une mission. Il a beaucoup travaillé pour ce pays. Nous devons quand même le respecter. Il a le devoir aujourd'hui de faire réconcilier les enfants de ce pays et de comprendre que le vivre ensemble aujourd'hui ne peut pas se décréter. Il faut l'implication de tout le monde, qu'on réfléchisse ensemble pour une nation forte. Parce que même en Allemagne fédéral, c'est après 1945 que les gens ont se dit qu'est-ce qu'on fait. Et aujourd'hui, c'est une grande nation. Je crois qu'on ne pourra qu'être une grande nation si nous tous, malgré tout ce qui peut nous diviser, nous savons que nous avons une nation, un pays à construire et qu'après tout, nous sommes des frères et sœurs. Nous sommes les enfants d'un même pays, quel que soit le cas. Je crois que c'est le message aujourd'hui. Et pour cela, il faut aussi le pardon. C'est que le président avait aussi, dans l'heure du 7-8, il faut le pardon. Vous n'avez rien dit finalement, Jacques Bimaille, de cette déclaration des députés ressortissants. Je dis que cette déclaration, excusez-moi, je peux aussi être libre que je ne veux pas commenter. Vous savez, si nous allons commencer à commenter, vous voulez que je commente ça pour maintenant que je dise que bon, voilà, quand je vais le commenter, vous allez me dire que oui, tu es avec tes camarades de RDPC. Si je ne commente pas, vous êtes... Non, moi ce que je veux, je dis, l'heure n'est pas mon message politique. Arrêtons avec les déclarations. L'heure est grave. Le problème aujourd'hui, et même nous les politiques, l'élite,
c'est nous qui créons même le tribalisme dans ce pays-là où nous sommes. Parce que quand nous avons besoin, pour nos intérêts, on va chercher les gars, les hommes du village. Moi, je dis même en politique, je dis, ce n'est pas seulement le RDPC, mais la classe politique. Comment veux-tu que quand il faut chercher des suffrages, on vit à Douala, au lieu de faire la politique là où on vit, on va aller dans son village. Et on s'étonne que les problèmes comme le tribalisme ressurgissent à un certain moment. Vous savez, vous allez voir, hein, quand l'équipe nationale joue, on gagne. Je me rappelle une fois, on a gagné une compétition, on avait plus de 7 bassins dans notre équipe nationale. Personne n'a parlé. Parce qu'il y avait du succès. Dans une société qui devient compliquée comme la nôtre, où il y a des gens qui souffrent, des gens qui cherchent, qui ne se retrouvent pas, des gens ne trouvent pas de l'emploi et tout, le repli identitaire est automatique. Et nous, les élites, il ne faut pas qu'on entre dans ce jeu-là. Que faut-il faire justement, Jacques Bimaï, pour résoudre cette question du repli identitaire avec des discours de haine, des propos tribalistes et autres qui pullulent sur les réseaux sociaux depuis il faut aujourd'hui, moi je pense que il faut aujourd'hui de comprendre que, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple du football. Quand il y a du succès, personne ne parle. Le Cameroun vient de parler maintenant, oh, Zedov n'est pas un bon entraîneur, oui, il est de ceci là. Quand en politique, on a ces éléments là-bas, quand les gens ont l'impression que la politique de justice sociale ne marche pas bien, qu'il y a des gens qui sont favorisés, qu'il y a des gens qui sont délaissés, c'est là où ça vient. Il faut donc aujourd'hui une politique avec des institutions assez fortes qui puissent garantir le développement de toutes les régions du Cameroun et une politique aussi qui nous permette de pouvoir assurer l'encadrement de tout le Cameroun. Voilà, moi, je ne peux que dire que... Vous savez, je vais vous donner un exemple. J'entends des choses. Moi, je prends des exemples dans un pays comme l'Allemagne. En Allemagne fédérale, la région la plus riche, c'est la Bavière. Mais il y a un parti politique à la Bavière qui est nulle part en Allemagne fédérale. C'est le parti chrétien et social chrétien démocrate. CSU. Qui a gouverné avec... tu ne peux pas gouverner l'Allemagne à la droite, que ce soit la chancelière, Angela Merkel, ou bien Kohl, c'était avec ces partis. Mais il n'y a pas ce problème de dire que pourquoi ces partis est là-bas. Puisque l'Allemagne a du succès, on a bien organisé les choses que chacune des régions évolue normalement. Il n'y a pas de problème. C'est pour cela que je crois qu'il y a trop de problèmes ici qui risquent de nous distraire. Et nous, les élites de ce pays, nous avons une certaine responsabilité. Cessons de jouer là où ça fait, où vraiment, pour nos intérêts, ça peut faire mal. Il est temps aujourd'hui, je pense, d'avoir des institutions fortes et de privilégier toujours et toujours la concertation et le dialogue pour l'intérêt de notre pays. Merci Jacques Bimaï. C'était votre mot de fin. Cet entretien est à présent terminé. Nous avons passé 90 minutes en votre compagnie. Merci d'être venu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également. J'espère qu'on a essayé de contribuer à notre manière à l'avancée de la démocratie et de la recherche de la paix et de l'apaisement dans notre pays. On en a besoin. Merci infiniment. Merci d'avoir regardé cet entretien, Madame, Messieurs. Et à mardi prochain avec un autre invité. Bonsoir.